Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir. Dans cette vidéo, nous allons donner un bref aperçu sur les fondements et les postulats de la théorie inférentielle de la traduction que nous développons dans notre ouvrage intitulé De la sémantique à la traduction, une approche sémantico-morphosyntaxique de la traduction. Nous vous invitons à vous abonner sur cette chaîne, à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour recevoir des notifications par rapport aux communications que nous faisons. La théorie inférentielle de la traduction est donc cette théorie que nous développons dans notre ouvrage intitulé De la sémantique à la traduction, une approche sémantico-morphosyntaxique de la traduction. Il faut comprendre que dans cet ouvrage, nous explorons l'approche sémantico-morphosyntaxique de la traduction qui repose fondamentalement sur la morphosyntaxe raisonnée, qui sous-tend aussi la traduction éclairée ou incarnée que nous développons dans cet ouvrage. Et il est important de comprendre que la théorie inférentielle de la traduction est celle-là qui sous-tend l'approche sémantico-morphosyntaxique de la traduction. Comme nous l'avons indiqué dans les précédentes vidéos, il faut comprendre que la théorie, c'est-à-dire les théories de la traduction, ce sont des cadres conceptuels qui définissent le processus de traduction, orientent ses objectifs et son objet. Alors que les approches se concentrent sur la manière de traduire, donc les approches sont plus explicites. Et nous avons souligné dans nos précédentes vidéos que les théories génèrent les approches, c'est-à-dire que lorsqu'on traduit, on peut s'appuyer sur une théorie qui a besoin de plusieurs approches pour qu'elle soit effective. On peut bien vouloir me poser la question de savoir votre théorie inférentielle ou déductive de la traduction s'appuie sur quelle tradition sémantique. C'est une question qui a un gisement de réponses. Nous n'allons pas explorer toutes les traditions sémantiques qui ont donné naissance à cette théorie. Nous allons juste aborder un aspect qui est fondamental pour comprendre pour comprendre l'objet de la théorie inférentielle. Il faut comprendre que Jacques Damorette et Édouard Pichon ont produit un chef-d'œuvre intitulé Des mots à la pensée, essai de grammaire de la langue française. C'est un ouvrage volumineux qui a été euh, édité en plusieurs tomes. Et dans le premier tome qui a été sur lequel ils ont travaillé de 1911 à 1927, si je ne me trompe pas, euh, Jacques Damorette et Édouard Pichon font une mise au point très fondamentale qui est que le langage, le langage est le moyen par excellence de la pensée et que sans le langage, il n'y aurait presque pas d'expression de la pensée. Donc, en un mot, c'est le langage qui permet d'extérioriser la pensée parce que pour Damorette et Pichon, le langage est l'expression adéquate de la pensée qui est une entité intérieure qui vit en nous. C'est ça qu'il faut retenir de l'ouvrage de Damorette et Pichon. Donc, nous pouvons dire que même si à première vue cet ouvrage est un essai de grammaire, il est fondamental de comprendre que c'est un ouvrage, nous considérons cet ouvrage comme un ouvrage de grammaire, mais aussi comme un ouvrage de psycholinguistique, parce que effectivement, dans cet ouvrage, Damorette et Pichon s'intéressent à l'importance de la langue dans l'expression de la pensée. Cela dit, Gustave Guillaume est intervenu à prolonger cette conception de la psycholinguistique, si on devons le dire ainsi. Et Gustave Guillaume a fait aussi un travail exceptionnel à travers la psychomécanique ou la psychosystématique, qui est
cette théorie de la langue qui se concentre, qui étudie l'influence des mécanismes mentaux dans la production du discours. Fondamentalement, Gustave Guillaume, la théorie de la psychomécanique ou de la psychosystématique de Gustave Guillaume se résume en 5 schèmes figuratifs. C'est-à-dire, nous disons que la théorie de la psychomécanique ou de la psychosystématique de Gustave Guillaume repose sur 5 schèmes figuratifs qui sont présentés de manière verticale, c'est-à-dire qui se présentent en 5 piliers de manière verticale. Nous avons au premier plan, nous avons la visibilité mentale qui est ici la capacité de l'esprit humain à recevoir le langage, qui est donc le matériau essentiel dans l'expression de la pensée. C'est ça que Gustave Guillaume appelle la visibilité mentale. Et cette capacité entraîne donc un deuxième palier qui est la disciplité mentale. La disciplité mentale étant considérée comme la faculté de l'esprit humain à utiliser la pensée pour exprimer pour exprimer ses émotions. Donc, il faut comprendre que la pensée, c'est une entité intérieure, c'est une entité abstraite qui peut donc être matérialisée dans le discours. Voilà pourquoi Gustave Guillaume parle de disciplité mentale. Le troisième palier, c'est la disciplité orale ou scripturale. Étant donné que nous avons donc la faculté d'utiliser la pensée pour exprimer les idées, nous pouvons produire un texte oral. Lorsque nous exprimons, nous produisons un texte oral ou alors un texte écrit. C'est pourquoi on parlera de disciplité orale, notamment avec l'expression verbale, ou disciplité scripturale, ce qu'il appelle textualisation, c'est-à-dire l'énonciation. En quatrième point, nous avons le dire effectif. Une fois que le troisième palier est mis en jeu, lorsque je produis donc un texte, la textualisation aboutit donc à l'expression d'un message. Et s'il faut rentrer dans la terminologie de Jacques Damouret et Édouard Pichon et Jacques Damouret parlent de factivosité, c'est-à-dire que la textualisation engendre la factivosité qui est, n'est-ce pas, le fait que la langue soit performative. En d'autres termes, le fait que le langage soit performatif, c'est-à-dire cette capacité que détient le langage à décrire des faits. Ce sont donc ces faits que nous produisons dans un texte. C'est ce que nous appelons le dire effectif, c'est-à-dire ce qui est donc dit dans le texte. Le dire effectif. Mais ce dire effectif va donner lieu à ce que Gustave Guillaume appellera le dit terminal, qui est, donc, n'est-ce pas, la finalité de la conversation, c'est-à-dire l'approche, c'est-à-dire la fonctionnalité qui est mise en jeu. En d'autres termes, l'intention, lorsqu'on compare cela à la linguistique pragmatique de Austin et Searle, on parlera d'intention illocutoire ou alors de portée illocutoire du message. C'est ça que Gustave Guillaume appelle le dit effectif. Voilà donc en gros ce que nous pouvons dire en ce qui concerne les fondements de la théorie inférentielle. Tous ces détails sont des informations que nous apportons, nous utilisons ces informations pour éclairer la lanterne du lecteur, parce que dans l'ouvrage, nous n'avons pas détaillé tout cela, mais il faut comprendre que notre ouvrage de la sémantique à la traduction est enraciné dans plusieurs traditions sémantiques. Donc, si nous abordons uniquement l'aspect de la linguistique, c'est ce que nous pouvons dire en ce qui concerne les fondements de cet ouvrage. Il y a bel et bien d'autres fondements, d'autres traditions sémantiques que nous n'allons pas développer dans le cadre de cette vidéo. Cela dit, la théorie inférentielle de la traduction, qui sous-tend donc l'approche sémantico-morpho-syntaxique de la traduction, repose sur
4 postulats essentiels. Le premier postulat, c'est que la traduction est un acte de communication qui porte sur le contenu et non le contenant. Parce que l'énoncé, c'est l'enveloppe linguistique, c'est-à-dire, lorsqu'on parle des unités linguistiques, les unités linguistiques sont en réalité des béquilles énonciatives, des béquilles expressives, donc des jalons expressifs qui qui portent le message. Donc, l'énoncé, c'est le contenant et le message, c'est le contenu. Donc, comme premier postulat de notre approche, de notre théorie inférentielle ou déductive de la traduction, c'est que la communication est un acte la traduction est un acte de communication qui porte sur le contenu et non le contenant. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est que le contenu s'obtient à travers la détermination de l'intention communicationnelle. Ce qui veut dire que il faut fouiller dans l'intention communicationnelle, dans le vouloir dire pour déterminer le contenu. C'est ça le deuxième principe ou deuxième postulat de notre théorie. Le troisième postulat, c'est que lorsqu'il y a divorce entre le contenant, c'est-à-dire lorsqu'il y a divorce entre le contenant, c'est-à-dire ce qui est exprimé, et le contenu du point de vue de l'intention communicationnelle, il est essentiel de recourir à l'interprétation, laquelle interprétation induit donc l'inférence. D'où la terminologie théorie inférentielle ou d'étude de l'attribution, parce qu'en réalité, l'interprétation a une manière d'être définie. Et ce qu'il faut retenir globalement de la notion d'interprétation, c'est que l'interprétation conduit à une conclusion dans la compréhension d'un énoncé. Voilà pourquoi nous parlons d'inférence. Ça, c'est le troisième principe. Et le quatrième principe, le quatrième postulat, est que la traduction est un processus décisionnel de désambiguisation et d'orientation du sens. Parce qu'il est important de comprendre que la langue a des ambiguïtés. Et il faut désambiguiser. Il faut désambiguiser. Et pour désambiguiser, c'est un processus décisionnel qui prend en compte un certain nombre de paramètres. Donc, voilà, grosso modo, ce que nous pouvons dire sur un aspect des fondements de la théorie inférentielle, parce qu'il ne faudrait pas que les traductologues, les élèves traducteurs, les professeurs de traduction nous posent la question, quels sont les fondements théoriques de votre approche sémantico-morphologique, de votre théorie inférentielle. Il faut comprendre que cette théorie se fonde sur plusieurs traditions sémantiques. Nous prendrons le temps de dénoncer quelques-uns de ces fondements, mais c'est ce qu'il faut retenir globalement de ce qui est des fondements et des postulats de la théorie inférentielle. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Pour ceux qui ont besoin de l'ouvrage est disponible sur le site internet de l'éditeur ainsi que sur Amazon. Vous n'avez qu'à cliquer aussi sur la description de cette vidéo pour avoir mes contacts et pour pouvoir rentrer en contact avec moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo dans les prochaines minutes. Merci.